Respect, mes chers amours. Je suis de retour au Bercail, comme certains d'entre vous le savent, et je dois avouer que la nature continue à me tester. La nature continue à travailler mes nerfs, car je dois vous avouer, j'étais à 2 doigts de ne pas faire cette émission pour ce dimanche le 6 avril 2025. J'ai tout essayé, j'ai tout fait et les appareils m'ont dit niet, niet, nada. Alors, on a continué avec notre ténacité, notre envie de communiquer avec vous. On a travaillé fort et finalement, on va voir si cette émission aura lieu ce dimanche. J'ai dit si, malgré toute la volonté, malgré tous les efforts, malgré toutes les actions posées pour rendre possible cette émission. Mais nous sommes là et c'est ce qui compte. Vous savez, mes chers, un sage eut à me dire une fois, ma chère fille, sais-tu que tu peux aller chez tous les grands voyants, tous les grandes voyantes? Ils peuvent voir et te dire exactement, dans 1 heure, dans un jour, selon leur capacité, dans 1 an, voilà ce que va être ton avenir. Voilà ce qui va t'arriver. Mais il y a une chose qui va compter. C'est au moment opportun, quelle sera ta décision. Un mot, des fois, une action posée va influencer le cours de ta vie. Ce qui veut dire une décision, un mot, une phrase, une attitude décidera de ton sort. C'est pour cela, avant de parler, avant d'agir, prenons le temps de réfléchir. Je vous parle de ça parce que, vous savez, il a fallu une seule décision ou des décisions prises par un chef d'État, par un groupe d'individus qui sont dans l'entourage d'un leader pour décider du sort d'un pays pendant plusieurs générations, voire des décennies entières. Et donc, c'est pour cela qu'il nous faut des êtres capables, des êtres qui ont l'envie, qui ont des objectifs clairs, qui ont une vision sans ambiguïté et qu'on a le devoir de les soutenir, le devoir de les accompagner, le devoir de les influencer positivement, le devoir de les critiquer. Donc, la critique implique qu'elle soit constructive et surtout l'envie de les protéger parce que plusieurs de nos chefs d'État, plusieurs de nos militants, plusieurs de nos personnes qui ont démontré leur aptitude, leur amour pour leur peuple ont été malheureusement effacés de cette planète-là parce que leur entourage était un poison. Une décision. Il a fallu à Patrice Lumumba de prendre une décision pour changer le cours de sa vie. Une décision de dire non et de dire oui au développement sociopolitique de son pays. Il a fallu aussi à Thomas Sankara, Jean-Jacques Dessalines et sans compter d'autres femmes aussi et d'autres hommes qui ont pris une décision et tout a changé. Il a fallu aussi à des piètres individus, des individus vicieux, de prendre une décision et de changer le cours du développement de leur pays. Alors, bienvenue à notre émission de ce dimanche et réfléchissons. Nous allons brosser quelques individus qui ont eu à prendre des décisions et qui ont influencé jusqu'à maintenant, pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, leur population, le devenir de leur peuple et l'image, la perception que les autres vont porter sur leur peuple. Une décision, plusieurs gestes, plusieurs actions posées. Si nous voulons aller de très 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 loin, parce que comme j'avais dit, 2025, c'est l'année décrétée pour reprendre l'énergie, l'esprit, la ténacité, la force de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Pour les frères et les sœurs africains qui ne le connaissent pas, je vous prie de bien prendre votre temps, de mener des recherches, de découvrir cet être-là qui, vous allez voir à travers mes propos et les comparaisons que je vais faire, qui a continué d'influencer positivement, d'inspirer certains chefs d'État. Même s'ils ne le connaissent pas, ou même s'ils ont lu sommairement sur lui, c'est quelqu'un qui voyait déjà et avant tout le bien-être de sa population. Est-ce qu'il devrait être un saint? Non. Est-ce qu'il devrait être un homme qui n'a jamais commis d'erreur? Je ne pense pas. Mais c'est l'essence même de ce qu'il a été. C'est l'essence même de ce qu'il a voulu faire, son objectif, sa vision, son amour. Je pense que c'est ça qui a fait de lui l'être illustre qu'il est resté dans le subconscient, dans la conscience et l'âme du peuple haïtien. Alors, pour le faire, j'avais commencé à réfléchir sur le fait que est-ce que c'est pas vraiment
une vérité absolue de dire que les chefs d'État qui sont restés plus longtemps au pouvoir sont ceux-là qui ont réellement influencé, positivement ou pas, leur population. Et que le temps, la durée joue énormément sur la conscience collective. Et pour cette réflexion, j'avais en toile de fond ou dans ma tête certains individus comme Jean Bedel Bokassa, on sait ses extravagances, l'argent qu'il a dépensé, le fait qu'il a rien foutu réellement pour son peuple, à part de lui laisser un couronnement extrêmement coûteux et qui, au fond, a appauvri son peuple et qui a laissé une marque indélébile parce que son entourage était tout aussi mauvais, tout aussi insouciant, disons-le plutôt comme ça. Et j'ai pensé à Mobutu Sese Seko. J'ai aussi pensé à Muammar Kadhafi. J'ai pensé au Duvalier, les deux, père et fils. Mais en même temps, j'ai dit, ah, Manzé, tu dois aussi tenir compte de certains paramètres de cette analyse-là. Le temps, oui. Il y a aussi les choix que ces individus ont pris. C'est pas la même chose. Là, il y a les mangues, il y a l'ananas. C'est deux choses différentes. Il y a la pomme, il y a la banane. C'est deux choses différentes. Même si ce sont des fruits. Et j'ai remarqué, j'ai dit, tiens, non, il faut pas rester dans la simplicité. Il y a des gens aussi qui sont venus et qui ont été au pouvoir, qui ont passé très peu de temps et qui ont fait énormément en si peu de temps parce que leur vision était claire. Même si leur entourage ne l'était pas, mais eux, ils l'étaient. Et j'ai eu dans ma pensée, justement, Sankara. J'ai eu Patrice Lumumba. J'ai eu Erta Pascal Trouillot qui a fait une transition vers la démocratie en Haïti. Et de cette transition, on a eu dans 2 mandats de courte durée Jean-Bertrand Aristide. Et là, nous avons actuellement 3 chefs d'État, 4 chefs d'État dont on parle beaucoup et qui posent des actions qui nous font réfléchir. Certains vont être éblouis, d'autres vont critiquer, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut le faire. On ne peut pas continuer avec le culte de la personnalité. On n'aide pas nos chefs d'État. On n'aide pas l'avancement de nos sociétés, de nos populations. Alors, Mobutu Sese Seko a débuté avec une question une révolution culturelle. On le voit maintenant avec certains des chefs d'État qui ont déjà eu à le faire dans le passé, mais qui ont inspiré la jeune génération et qui se mettent debout pour poursuivre dans cette même veine. On sait que là où on est, parler de guerre, certains pays sont mieux équipés, ont des armes chimiques, ont ceci, ont cela. Beaucoup de pays se disent, on ne va pas vers ça. D'ailleurs, on connaît les conséquences sur une durée assez prolongée et qui touche plusieurs générations. On ne veut pas aller vers ces affrontements-là, malgré que la Russie et l'Ukraine soient en dedans. Mais on voit qu'il y a une certaine prise de responsabilité où on se dit, on ne va pas vers cette facilité qui est d'utiliser des armes chimiques. On se rappelle encore d'Hiroshima et plusieurs autres pays qui ont été attaqués à ce niveau-là et qui, dans leur corps, contient encore des produits qui ont des conséquences graves sur la santé publique. Alors, on sait c'est quoi. C'est pour cela que certains pays décident non pas d'être lâches et de faire semblant de faire de la diplomatie alors qu'ils sont en train de marcher tête baissée selon les desiderata des autres, mais il y a des pays qui se disent on va prendre les bonnes décisions, on va prendre des décisions fermes, on va dire à l'autre où on se situe et on va continuer de travailler pour le bien-être de nos populations, pour l'avenir de nos enfants. Alors, la révolution culturelle devient un outil presque indispensable pour ce changement social, pour cette prise de conscience, pour ce réveil, pour cette souveraineté. Si ces chefs d'État et leur entourage font ce qu'il faut, posent les bons gestes, eh bien, beaucoup de pays arriveront à se libérer de plein de chaînes. Mobutu Sese Seko, de son nom de naissance Joseph Désiré Mobutu, malgré qu'il ait accepté, qu'il a été en pleine complicité à cause de son ambition personnelle. Il a accepté de trahir un ami, Patrice Lumumba, de le livrer aux Belges et à tous les autres vautours, parce qu'on sait qu'il y avait plusieurs mains dans cet assassinat-là, malgré sa petitesse, sa mauvaise énergie de personne. Comme mon père le dit si bien, l'homme n'est pas que bon que mauvais. Il a su quand même utiliser la révolution culturelle comme arme pour non seulement maintenir
son pouvoir, mais aussi pour faire avancer et donner une image authentique au peuple zaïrois, qui est devenu, comme on sait, le peuple congolais. On parle de toi Zaïre, on parle de Congo. C'est vraiment intéressant d'aller lire sur la révolution culturelle de Mobutu Sese Seko. Dans cette révolution culturelle, il y a certains axes importants à retenir. On va parler de la langue. Oui, on ne peut pas parler de révolution culturelle sans parler de la langue. Il a décidé, parce que dans son ethnie, on parlait de lingala, donc il a décidé que le lingala devienne la langue officielle au Zaïre. Et donc, on parlait le lingala, et d'ailleurs, c'est pour ça que partout, presque partout dans le monde, on enseigne cette langue-là. Et c'est une très belle langue. Déjà, tu te fais respecter par ta langue. Plusieurs pays ont eu à changer leur langue, à dire que dorénavant, nos langues officielles seront ça et ça. Malheureusement, on est encore coaché dans la mentalité coloniale. Donc, plusieurs pays qui ont changé, soit le français, vont aller s'abattre sur l'anglais ou vice-versa. Donc, ce qui fait que le choix d'utiliser une des langues nationales, lorsqu'ils analysent tout ça, ils se disent, on ne veut pas non plus s'isoler, on ne veut pas que cette langue-là devienne plutôt un handicap pour la population, donc on va faire. Beaucoup de pays vont choisir de maintenir une des langues coloniales et ajouter une des langues nationales ou maternelles comme langues officielles. Moi, j'ai aucun problème avec ça si on accepte clairement, comme a fait le Canada. Quand tu es au Québec, c'est le français qui prime, l'anglais devient langue seconde, et dans le reste du Canada, c'est l'anglais qui prime et la langue française devient une langue seconde. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est la meilleure façon de faire parce qu'il faut toujours garder cet équilibre-là. Et c'est pas mauvais d'apprendre d'autres langues. Moi, je vais vous dire très sincèrement, c'est quand je voyage, je me rends compte que toutes les langues que j'ai apprises m'ont sauvé. Parce que là, je peux parler avec les gens, je ne suis pas isolée, les gens arrivent à me comprendre, je peux vraiment passer même des fois comme une locale sans aucun problème. Donc, la langue comme outil identitaire. La deuxième des choses, c'est le fait de s'habiller avec ses propres textiles, utiliser ses propres fibres, ses propres piles pour fabriquer ses vêtements. Et c'est comme ça que lui, il a décidé qu'il faut utiliser nos propres textiles et habiller en pagne, habiller comme un Africain, comme quelqu'un du continent. Ce qui veut dire que on va développer cette industrie-là. Malheureusement, dans les années 60, on a vu avec, il y a un documentaire qui est très chargé avec beaucoup d'informations. Je vous suggère de regarder cette vidéo-là. Je vais essayer de trouver le lien pour vous. Je le mettrai dans la barre appropriée pour que vous ayez la chance de regarder ce documentaire sur le textile, sur les pagnes et tout ça. Malheureusement, la Hollande et la Chine sont devenus les porte-étendards, ceux qui vraiment utilisent, exploitent cette industrie-là en Afrique. Alors qu'il y a des milliers d'Africains qui ont développé des capacités en ce sens-là, qui pourraient prendre cette industrie à bras-le-corps et faire en sorte que cette industrie profite essentiellement ces pays, le continent. Donc, il faut revoir cette façon de faire. On peut utiliser la laine. Le Sénégal, par exemple, avec la Tabaski et plusieurs autres pays qui ont adopté la culture arabe carrément, peuvent utiliser la laine des moutons, des chèvres et tout ça pour justement utiliser et développer cette industrie. Il y a beaucoup à faire. Ce que ça fait, c'est que ça va créer aussi de l'emploi. Il y a les fibres qu'on peut trouver dans les arbres, dans les plantes, dans certaines plantes. C'est des fibres aussi qu'il faut avoir des Africains, des Africaines qui se mettent ensemble, où réellement il y a une certaine honnêteté aussi entre nous, qu'on se dise la vérité et qu'on arrive à travailler ensemble à exploiter. Si toi tu as l'argent, moi j'ai la connaissance, pourquoi on ne pourrait pas se mettre ensemble et développer nos propres industries? Pourquoi on ne peut pas se faire confiance assez pour se dire on peut travailler, on peut accorder nos capacités et développer et augmenter et devenir plus grand. Non, il y a des coups dans le dos, des coups de couteau dans le dos. Ça, il faut vraiment travailler ça. Moi, j'ai regardé, c'est comme un peu une certaine désinvolture chez les Cap-Verdiens. Tu vois qu'ils se font confiance sur beaucoup de choses. C'est sûr que j'ai été pendant un mois là-bas, mais ce que j'ai pu remarquer, ce que j'ai pas remarqué dans beaucoup de pays où j'ai été en Afrique, tout comme eux, c'est que cette confiance-là qui paraît quelque chose de naturel, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas dans d'autres endroits en Afrique. Donc, ça veut dire qu'on doit travailler ça. C'est un besoin. Donc, développer cette industrie-là, au lieu d'acheter des costards bien chers et de faire ça, ces chaussures de ce...
On s'en tape, on s'en fout de tout ça. Est-ce que ça peut amener ton peuple à être indépendant, à subvenir à leurs besoins primaires? Sinon, pourquoi toute cette apologie, on a l'air tellement ridicule à le faire, alors que les autres ne le font pas pour nous? Moi, j'ai jamais vu un étranger, un Yamnaya, porter un vêtement africain qui va dire ça c'est ceci, ça c'est cela. Il faut pas ces conneries-là. Pourquoi nous faisons ces conneries-là? Et tu vas voir certaines personnes vont ouvrir la porte grandement à certaines personnes parce qu'ils portent des tenues étrangères. Et quand tu portes une tenue africaine ou haïtienne, c'est comme bon, ils se croient pour ceci. On a un sérieux problème. Donc, il faut revoir ça. On parle aussi de dénomination des rues. Mobutu Sese Seko a carrément décidé de déboulonner tous les statuts colons sur son territoire. Et c'est ce qu'il avait fait. Renommer les rues, renommer les boulevards, renommer certaines choses, au point de renommer le Zaïre, qui était déjà un nom africain, mais qu'il a carrément changé pour le Congo. Mais c'est sûr que, comme on dit, l'homme ne peut pas être parfait. Dans sa folie de grandeur, c'est un monsieur qui avait un côté excessif. Donc, il est allé vers l'excès et il a même changé le nom du pays qui était carrément normal. Tout ceci pour dire que quand même, au moins il avait pensé à ça, il l'a fait. Et que l'on l'accepte ou pas, qu'on l'a aimé ou pas, parce qu'on sait effectivement, il est monté au pouvoir en faisant la traîtrise, en déroutant une vision claire d'un de ses amis pour son pays, mais il a eu quand même à mener cette révolution-là qui a fait maintenant, lorsqu'on parle de Congolais ou de Zaïwa, on voit déjà de qui on parle, de par la langue, de par les noms, parce que lui, il a fait la guerre avec l'Église catholique parce que justement, il a dit qu'il y avait des prêtres qui ont décidé qu'on va être des emmerdeurs, on va s'opposer, on va nous opposer avec l'idée de nommer les enfants par leurs noms africains. Donc, on va faire la noter. Il a dit non, ça va pas passer comme ça, mes chers amours, parce que moi, je vais vous mater. Et il a maté les prêtres africains, les prêtres congolais, les prêtres zaïrois, parce qu'il a dit non, 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 ça ne passera pas. Moi, j'ai décidé en tant que chef d'État que dorénavant, nous allons porter nos noms africains parce que c'est ça qui fait le bon sens. Est-ce que tu as déjà vu un Japonais s'appeler Ngeta? Est-ce que tu as déjà vu un Irlandais s'appeler et je sais pas, ou tu as vu un Allemand s'appeler autre chose que Schneider, que certains de ces noms? Non, mais nous, on veut garder le nom de l'autre qui a fait clairement savoir, de par cette identité imposée, que nous sommes leur chose. Donc, il a dit non. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons actuellement. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir parce qu'il y a des chefs d'État qui se disent « Ah, non, on va faire ça ». Et c'est le même prolongement de cette révolution culturelle que le président sénégalais du MyFi a fait quand il a décidé de dire que il faut qu'on commence à réfléchir sur les noms donnés à nos boulevards, à certains endroits au pays. Il faut qu'on change ça. On ne va pas continuer dans cette même veine-là à donner cette impression et de garder psychologiquement l'emprise de ces colons sur nos cultures, notre façon de penser. Et c'est comme ça qu'il a dit, il va falloir qu'on commence aussi à changer les noms de nos pays. J'en ai parlé dans une de mes émissions. Le changement de nom, le fait de reprendre certaines industries en main parce qu'on a les capacités, le raffinement, on peut les faire chez nous, on peut avoir les produits, les transformer chez nous. On ne peut pas produire le cacao et que le cacao soit transformé ailleurs et qu'il nous revienne avec ça et qu'on achète ça le plus cher d'ailleurs possible. C'est du n'importe quoi. Donc, une décision, des actions posées et la fierté et la confiance en soi. Alors, on a vu la même chose avec Ibrahim Traoré, notre cher capitaine, qui a décidé que dorénavant, la magistrature, les avocats, vous allez maintenant utiliser l'uniforme confectionné par nous. Et vous allez enlever cette perruque-là qui n'a rien d'ailleurs sur vous. Ça, c'est une petite blague. Et qui n'a rien à voir avec votre façon de penser, avec notre culture. On va enlever cette connerie-là sur la tête et qu'on les porte depuis combien d'années. Il y a même des poux probablement plus. Il faut qu'on enlève ça. Des points essentiels pour la révolution culturelle. Il a décidé aussi pour les écoliers, dans les dernières nouvelles que j'ai suivies, eh bien, on va maintenant avoir des uniformes, n'est-ce pas, tissés par nos tisserands. Parce que nos enfants doivent valoriser ce qu'ils ont chez eux. Pourquoi avoir des tissus, des machins, des designs, des choses qui viennent d'ailleurs? On peut le faire. Et c'est ça qu'il a imposé. Il vient d'imposer ça. Il a dit, et plusieurs chefs de l'AES et plusieurs autres chefs sont inspirés par leurs prédécesseurs parce qu'il y a eu des gens qui ont fait le chemin. Moi, je ne veux jamais, plus jamais enlever le travail, la lutte menée par nos prédécesseurs. Jamais.
C'est pour ça que certains d'entre nous oublient qui nous sommes parce qu'on a ignoré ces gens-là qui ont posé les bases. Il faut se rappeler de ces bases-là, c'est important. Et donc, il a passé plusieurs années au pouvoir. On sait comment il a terminé. On sait qu'il n'a pas fait plus que ça, à part la révolution culturelle plus ou moins qui a eu un effet positif sur le peuple zaïrois, le peuple congolais. Sinon, pas plus que ça. Il a tellement bien servi ses anciens colons, ses anciens bourreaux, que même se sont moqués de lui, tout comme notre Bokassa. Et ce fut presque la même chose pour les Duvalier, parce qu'il y a une chose en commun que ces gens ont eu. Dès que les pays coloniaux les ont laissés, les supportent plus, ni au niveau financier et autres, eh bien, comme un château de cartes, ça s'est écoulé comme ça, parce qu'il n'y avait pas de base. La base qui est restée est la base des exactions, des peurs qu'ils ont eu à insuffler au sein de leur population, mais pas plus que ça. Parce qu'en termes de développement, bien que au Congo, il y a plus d'infrastructures qu'Haïti, parce qu'Haïti, les deux Duvalier, pour tout le temps qu'ils ont passé au pouvoir, ils n'ont pas laissé d'infrastructures. Ce qui était là depuis belle lurette. Et en termes d'avancement scientifique, on ne l'a pas eu. Il a utilisé malheureusement le vaudou dans son côté le plus sombre pour non seulement faire peur à la population, mais pour justement installer une mentalité de méfiance, une mentalité de si tu me frappes là, moi je te frappe là et je n'attends même pas à ce que tu me frappes, je te frappe. Et c'est ce qui a dénaturé carrément la pratique du vaudou en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont passés, qui sont restés longtemps, qui ont porté des changements notoires, impressionnants et durables et positifs pour leur communauté. Et j'en ai parlé de Muammar Kadhafi. On sait quelle a été sa contribution sur le continent. On sait aussi qu'il a développé certains endroits de son pays qui étaient quasiment désertiques, en des endroits paradisiaques, et il était respecté, son peuple était respecté de partout parce qu'il a su trouver les bons alliés et les personnes qui avaient les capacités pour occuper les bons postes et ensuite développer son pays. Mais malheureusement, il faut faire confiance. Sur cette terre-là, on ne peut pas aller seul, on fait confiance. Et quand on fait confiance, il y a un risque à prendre. Moi, ce que Sankara a dit, ce que beaucoup de personnes, je pense, n'avaient pas compris, c'est pas parce qu'il voulait démontrer qu'il était faible, c'est pas parce qu'il voulait démontrer que, oh, de toute manière, je suis tellement naïf, je vais me laisser prendre par mon ami. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il l'a dit publiquement. Ça veut dire premièrement qu'il avait cette perception-là, qu'il avait compris que le gars tramait quelque chose contre lui. Autre chose, il a compris qu'il y a un niveau d'amitié, un niveau de connaissance que quelqu'un a de toi. Que tu l'enlèves de ta vie, cette personne-là est celle-là qui va t'amener à ton tombeau. Parce que la personne connaît tes habitudes. La personne connaît ce qui te fait mal, ce qui te fait plaisir. La personne te connaît au point que si on utiliserait cette personne contre toi, tu es déjà mal foutu. Ce qu'il veut dire, c'est que il y a un moment dans ton cheminement, un moment dans ta vie, dans ton destin, tu dois périr. Et c'est pour cela qu'il a fait autant qu'il pouvait, parce que son destin démontrait clairement que ça va finir comme ça. Et il a eu la chance d'avoir les ancêtres pour lui dire clairement que mon fils, voilà ce qui va t'arriver. Et je pense que c'est ce qu'il a cru, qu'il a compris et qu'il a fait cette déclaration-là. Parce qu'il y a un niveau de confiance que tu as établi avec quelqu'un, un niveau de relation interpersonnelle que tu as établi avec une personne, que cette personne-là, si elle n'est pas honnête, si elle n'a pas l'amour, si elle n'a pas la clairvoyance, elle va être le poison qui va t'amener dans ton tombeau. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas travailler avec les autres et bâtir? On va toujours devoir le faire parce qu'il faut continuer. On a vu ces derniers jours que le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de gracier certaines des personnes qui ont voulu faire atteinte à sa vie. Je pense qu'il est assez grand, il est un politique, il a un entourage,
il a appris de ce qui s'est passé avec son aîné Thomas Sankara. Je pense qu'il ne le fait pas juste par hasard, qu'il ne le fait pas par naïveté. Nos chefs d'État sont des êtres humains. C'est pour ça que à un certain moment, ils ont des limites. Pas à un certain moment, ils ont des limites. C'est pour cela que l'entourage doit jouer un rôle important. Jean-Jacques Dessalines, il s'est fait assassiner par ses frères d'armes. La trahison est là. La trahison sera toujours là. Mais maintenant, on ne doit pas laisser cette trahison être le dernier mot. On est venu pour accomplir une mission. Il faut l'accomplir, quelles qu'en soient les circonstances. Donc, analyser correctement la chose, prenons les bonnes décisions, posons les bonnes actions. Un mot, une phrase, une action va influencer le cours de notre vie, le cours du devenir d'un peuple. J'ai même pas eu le temps d'aborder ceux-là qui ont eu un court mandat, parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans la conscience collective de par leur stature, de par leur manière d'être, de par les peu d'actions qu'ils ont pu poser en très peu de temps. Et ces gens font peur. Et malheureusement, ces gens aussi, lorsqu'on regarde historiquement pourquoi ils n'ont pas pu durer longtemps, on s'est rendu compte que leur entourage ont été le poison. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont là uniquement pour leurs intérêts. Écoute, quelqu'un m'a fait comprendre que tout le monde a un intérêt et que la personne qui va être à côté de toi va être là parce qu'elle a un intérêt. C'est vrai. Mais est-ce que pour autant, on doit maintenant se dire que c'est normal de laisser l'intérêt nous guider au point de devenir le poison, le virus qui va abattre, qui va finir un être humain comme nous? Je vous laisse sur cette question, je vous laisse sur cette réflexion. À vous de trouver votre propre réponse. Jusqu'où on peut aller avec cette histoire d'intérêt. Parce que lorsqu'on a un intérêt et qu'on va poser l'action, le geste, et on va sortir la parole qui pourra donner vie, préserver la vie ou détruire la vie. Est-ce que tu es capable de vivre avec ça? On espère qu'on va continuer à avoir des chefs d'État solides, des chefs d'État qui vont continuer à prendre des positions, à prendre des décisions, à mener une révolution culturelle assez forte pour changer le cours des choses. Parce qu'à travers cette révolution, à travers ces actions posées, ça assure nécessairement la souveraineté de nos peuples. Luttons, continuons de lutter. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de donné, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Cependant, es-tu capable de vivre avec toi lorsque tu auras posé ton geste, lorsque tu auras à dire le mot au moment opportun? Ça a été un plaisir d'être là avec vous. Merci d'avoir suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Continuez de vous abonner, continuez de partager les vidéos et surtout de me mettre vos commentaires, vos suggestions. J'adore vous lire, simplement. Portez-vous bien. Kembe Djam Palage. Bisous, câlins, et à la prochaine émission.